Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce rendez-vous expert placé ce matin sous le signe de la gestion des connaissances, souvent connu sous le terme de knowledge management. Mon anglais est détestable. En effet, au même titre que l'on imagine mal une entreprise, quelle qu'elle soit, sans moyens industriels et sans collaborateurs, il est tout aussi difficile de s'imaginer cette même entreprise sans connaissance et sans la mise en œuvre de ces connaissances pour produire au niveau d'exigence attendue. Cette connaissance fait partie du patrimoine de l'entreprise qui, au fil du temps, se construit, se développe, se gère et se transmet. Dans nos organisations, il est fréquent que la gestion de la connaissance ne soit pas placée au même niveau de priorité que la gestion des ressources humaines ou matérielles. Et donc, très souvent, au moment de départ en retraite, de démission, de mutation, d'embauche ou de crise telle que Covid, que la prise de conscience se fait au travers de difficultés à combler ou tout simplement à tenir le poste, avec souvent des impacts tant au niveau de la qualité, du coût, du délai. Alors, avec nos trois experts ici présents ce matin, Clémence Sarrazin, qui est responsable de l'activité Knowledge Management chez Air Business Academy, Emmanuel Cap, qui est responsable du pôle conseil Knowledge Management chez Bassetti, et Marion Berezkalal, qui est responsable commercial Ouest chez Bassetti, nous allons pouvoir aborder qu'est-ce que la connaissance, quels sont ses enjeux, comment cela se manage, ainsi que des exemples concrets de solutions qui ont été mises en place. Pour ma part, je suis Philippe Fioravanti d'Aerospace Valley, je suis détaché de Dassault Aviation et en charge du projet Industrie 4.0. À la technique, Jennifer vous assistera en cas de problème et mettra à votre disposition un replay à l'issue de ce webinaire. Pendant la présentation, profitez, usez du chat sans modération pour poser toutes vos questions auxquelles nous répondrons en fin de séance. Place maintenant à nos intervenants et surtout passez un très bon moment. Merci Philippe, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la gestion des connaissances. Donc, comme l'a précisé Philippe dans son introduction, on va tâcher ensemble de se concentrer sur comment éviter le risque de perte de connaissances dans la période de crise actuelle que rencontre l'industrie. Ce webinaire, du coup, aujourd'hui sera présenté par donc moi-même d'Air Business Academy et Emmanuel Cap et Marion Berskala aussi. Donc dans Air Business Academy et Bassetti, nous sommes partenaires et nous intervenons sur certains projets de manière conjointe. Pour vous parler d'Air Business Academy rapidement, nous sommes une filiale Airbus, donc de formation, d'innovation et de collaborative work et de gestion de connaissances. Donc nous réalisons et nous accompagnons aussi bien pour Airbus, mais aussi pour des entreprises externes, aéronautiques ou autres, des missions d'accompagnement de gestion de connaissances. Voilà pour présenter rapidement Air Business Academy et Marion, je te passe la main pour présenter Bassetti. Ok, bonjour à tous, donc Marion Berezkalal, donc je travaille également donc, avec Emmanuel Cap chez Bassetti. Donc notre métier chez Bassetti, c'est vraiment d'accompagner les entreprises donc, dans différents secteurs d'activité à venir valoriser leurs données et leurs connaissances techniques. Donc pour ce faire, on a des méthodologies qui nous permettent de venir valoriser les connaissances et accompagner notamment les experts lorsqu'ils vont quitter une entreprise, et un outil informatique qui s'appelle le logiciel Tixma, qui est un outil complètement paramétrable et adaptable, qui va nous permettre de venir sécuriser le patrimoine technique de l'entreprise et digitaliser les métiers qui vont en avoir besoin. Voilà, donc ça c'est pour notre métier donc, en quelques mots. Donc Emmanuel le parlera juste après. Sur le slide suivant, donc, vous allez voir l'ordre du jour pour ce webinaire. Donc si tu peux avancer le slide
Voilà. Ici, donc, dans un premier temps, donc, une introduction sur les enjeux de la gestion des connaissances. Ensuite, un petit point sur qu'est-ce que c'est que la gestion des connaissances et comment appliquer donc, la norme ISO 30401 qui va nous permettre de venir mettre en place un système de gestion des connaissances en entreprise. Et ensuite, on va vous parler de 3 solutions potentielles pour pouvoir justement permettre d'appliquer cette gestion des connaissances. Donc, le transfert des connaissances critiques, la mise en place de vidéos tutoriels pour l'industrie et la gestion des retours d'expérience à travers des méthodologies et un outil informatique. On passera ensuite sur une conclusion rapide et surtout, on gardera à la fin donc, un échange de questions et réponses pour pouvoir échanger et aller plus loin donc, sur ce qui aura été présenté aujourd'hui. Donc, toutes les questions se passeront à travers le chat. Donc, n'hésitez pas à poser les questions pendant la présentation. On aura donc la possibilité d'y répondre en fin de présentation. Donc, bonne présentation à tous. Ok, donc si on rentre maintenant dans le vif du sujet, et avant de parler de la gestion des connaissances en détail, intéressons-nous aux enjeux de cette gestion des connaissances et pourquoi c'est important pour les entreprises. Un premier constat est le fait que la connaissance des employés est intimement liée à la connaissance de l'entreprise et à ses savoir-faire. Il est difficile de dissocier les deux. Pour vous donner un chiffre, c'est presque la moitié, 48% des employés de l'industrie qui ont 10 ans ou plus d'ancienneté dans une même entreprise, dans leur entreprise. Alors, ce chiffre est assez parlant pour comprendre que les employés ont grandi avec l'entreprise et que l'expérience de l'entreprise et l'expérience des employés sont intimement liées. Alors, quelles peuvent être les connaissances des employés qui peuvent être critiques et directement en lien avec les savoir-faire de l'entreprise? Ça peut être la réalisation d'un geste technique, un savoir-faire qui soit bien particulier à l'entreprise et donc lié à la connaissance de l'employé. Ça peut être aussi la connaissance et la création d'un réseau interne ou externe à l'entreprise, donc la connaissance de clients, de fournisseurs, qu'ont su tisser certains employés et qui sont directement clés pour l'entreprise parce que des clients, parce que des fournisseurs importants. Ça peut aussi être des connaissances politiques aussi pour l'entreprise. Donc la création d'un réseau peut aussi être une connaissance importante. Ça peut aussi être une connaissance spécifique liée à un environnement propre à l'entreprise. Le produit, évidemment, mais également un marché précis ou même la culture propre à une entreprise ou la culture propre à un pays, à un marché sur lequel l'entreprise opère. Évidemment, ça va être aussi les retours d'expérience et les problématiques rencontrées dans le passé. Comment on peut s'assurer que les projets clés, les problématiques passées, les crises passées et rencontrées par l'entreprise, on en tire profit et on s'assure de ne pas retomber dans les mêmes problématiques dans le futur, dans les mêmes travers dans le futur. Une fois que les employés sont partis, comment on peut sécuriser qu'on a bien tiré profit de cette expérience en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise? Ça peut être aussi la connaissance du rationnel d'un choix de développement. Pourquoi on a choisi tel matériau, telle technologie pour designer un produit ou un process. Un autre exemple peut être une capacité d'analyse tacite ou une capacité de prendre des décisions rapides pour l'entreprise. Donc voilà des exemples pour peut-être vous sensibiliser à ce qui peut être parlant pour vos métiers, pour vos entreprises et de connaissances que peuvent avoir les employés autour de vous qui sont directement liés à la connaissance de l'entreprise. Maintenant, si on se projette dans l'enjeu actuel que nous rencontrons d'un point de vue industriel, que ce soit lié à l'aéronautique, mais aussi plus largement sur le tissu industriel français, on a une pyramide des âges qui est vieillissante. Depuis 20 ans, la population des actifs de plus de 55 ans a augmenté de 35% dans les entreprises. Donc c'est un fait, on le sait, dans l'industrie, la pyramide des âges est vieillissante. Maintenant, si on rajoute le contexte de crise, et notamment la crise Covid nous l'a rappelé, on a des départs qui vont être précipités, accélérés de ces employés. On avait pu anticiper d'avoir des départs en retraite sur les 5-10 prochaines années, par exemple, qui sont maintenant en train de s'accélérer et on est en train d'avoir des départs aujourd'hui. Soit on les a déjà eus en 2020, soit on sait qu'on va les avoir sur 2021, voire 2022. Alors là, je parle de départ en retraite, mais on peut aussi être dans des cas, et on l'a observé, de plans de départ volontaire, de plans sociaux dans les entreprises qui peuvent aussi évidemment être liés à la crise et qui engendrent des départs.
Au-delà de ça, on a évidemment des problématiques de délocalisation qui vont entraîner évidemment des questions autour de la gestion des connaissances et du risque de transfert et perte de connaissances. Et puis, le secteur aéronautique est lui-même bien touché, et ça, je pense que tout le monde ici est au fait, par la crise, par la Covid, et ces contextes industriels est très vrai et s'applique pour le contexte aéronautique. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, l'important, c'est d'avoir conscience que c'est maintenant qu'il faut agir et qu'il est important de savoir maintenir et développer les connaissances critiques parce que c'est un enjeu compétitif, mais aussi de survie pour les entreprises. Je vais maintenant passer la main à Emmanuel. Alors, je vais prendre le relais et puis je vais chausser ma casquette universitaire pour vous parler de ce qu'est la connaissance, pour qu'on sache bien de quelle matière on parle et avec quel capital on va sécuriser dans l'entreprise. Alors, les éléments que je vais vous partager, hein, qu'est-ce que la connaissance? On peut trouver énormément de définitions. Je vais vous présenter ceux qui ont été repris dans la norme ISO 30401, et que je trouve très opérationnelle. Et donc cette norme, elle a été travaillée avec des industriels et des industriels français ont pu apporter leurs éléments. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose de vraiment concret et opérationnel. Alors on va commencer par les données. Donc les données, ce sont des éléments qui s'acquièrent par la collecte. Donc on parle aujourd'hui de base de données, d'analyse de données en masse. Voilà, on va avoir tous ces éléments qui ne sont pas suffisants en eux-mêmes pour pouvoir prendre des décisions. On va ensuite avoir un niveau plus élaboré, les informations. Donc les informations, il y a une équation souvent connue dans le domaine de la gestion des connaissances. On dit information, ce sont des données plus du sens. Donc un exemple très concret, aujourd'hui, je vous dis voilà, 28. Est-ce que c'est la température aujourd'hui à Grenoble ou à Toulouse? À Toulouse, j'y suis non, j'ai mon petit gilet. Donc c'est pas la température, si je vous dis 28 degrés. Est-ce que 28 degrés, ça va être l'angle, par exemple, d'une pièce sur une pièce à matricer sur un schéma de design? Ou est-ce que c'est l'angle dans lequel on va insérer un joint pour un hublot de la 320? Donc tout ça, donc si je vous donne juste 28, vous savez pas de quoi je parle. Si je vous dis 28 degrés, vous commencez à essayer de mettre des éléments ensemble en disant, bah voilà, c'est une température, c'est un angle. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est une latitude? Et je vais vous donner des éléments complémentaires et des éléments de connaissance qui vont vous permettre de remettre l'ensemble de ces données, de ces informations dans un contexte particulier. Donc, on est dans l'aéronautique. Je suis concepteur sur la 320. Finalement, j'étais en train de vous parler d'un élément qui concerne un hublot et la façon dont on va insérer ce hublot, le joint du hublot pour faire tenir le hublot dans la carlingue. Donc voilà, on a ces éléments-là. Donc la définition de connaissance que je trouve vraiment très intéressante pour nous dans notre contexte industriel, c'est de parler d'un capital personnel ou organisationnel qui permet de prendre des décisions et de mener des actions efficaces dans un contexte. Donc on ne part pas dans des connaissances théoriques livresques, etc. On a besoin d'éléments qui vont nous permettre de prendre des décisions et d'agir de manière pertinente dans les tâches qu'on a à réaliser à un moment donné. Et on va finir avec l'aspect compétence. Donc la partie compétence se développe en mettant en œuvre les connaissances dans la pratique. Donc on acquiert des connaissances par exemple à l'école, on va les mettre en œuvre ensuite dans un contexte pratique, professionnel. On va en développer des compétences, on va affiner ces compétences. Et cerise sur le gâteau, en développant ces compétences, on va à nouveau
pouvoir créer, modifier les compétences qu'on a acquises, les enrichir et en tirer de nouvelles connaissances. Donc, on voit qu'on a une boucle et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir parler des retours d'expérience, un élément clé pour nos entreprises, tirer profit de nos expériences passées pour faire mieux pour la suite. Donc, ces connaissances, elles ont un cycle de vie. Un cycle de vie qui va demander une certaine attention pour pouvoir les protéger, les capitaliser, les développer et leur donner toute leur valeur au sein de l'entreprise. Donc, notre objectif de management des connaissances, c'est bien de pouvoir garantir la prise de décision pertinente, motivée. Donc, tout à l'heure, Clémence nous parlait des rationnels, des justificatifs à certains choix. On est vraiment là-dedans. On va prendre des décisions motivées en fonction de ce qu'on a pu développer, connaître, comprendre, mettre en œuvre par le passé. Donc, une première étape, c'est la création de connaissances ou le développement. Ensuite, on va s'évertuer à les conserver, à les préserver. On va les partager. Il faut qu'elles soient diffusées pour qu'elles soient appliquées et mises en œuvre. Il faut qu'elles puissent être apprises par les personnes qui vont avoir à les utiliser et qui vont pouvoir monter en compétence par cette utilisation des connaissances et pouvoir donc les mettre en œuvre. Quand on va mettre en œuvre, je vous le disais tout à l'heure, on va à nouveau pouvoir tirer bénéfice de ces expériences, prendre du recul et créer ou développer, ajuster de nouvelles compétences. Cette phase aussi va nous permettre d'innover et de pouvoir faire mieux. Donc, des innovations incrémentales, des innovations de rupture vont pouvoir être développées. Donc, tout ce cycle de management des connaissances a pour vocation de produire de la valeur ajoutée, de faire des produits plus élaborés, de rendre des services plus adaptés et de satisfaire les clients. Donc, on a bien cette nécessité de fermer la boucle de retour d'expérience. Donc, ce cycle, pour qu'il soit vivant, il faut qu'il se déroule et qu'il fasse une boucle. Il ne faut pas qu'on s'arrête à une des étapes. Donc, on va prendre soin d'agir sur chacune des étapes. On va s'attacher à intégrer les connaissances dans des processus existants pour pas qu'elles flottent dans l'entreprise, mais qu'elles soient vraiment réutilisées, réutilisables au bon moment, aux bons endroits. Donc, on va pouvoir les intégrer dans des procédures, dans des méthodes, dans des documents existants, dans des référentiels, dans des standards. On va pouvoir les capitaliser à travers des vidéos, en faire des modèles, des diagrammes, etc. Les rendre utilisables par les différents acteurs. Et pour piloter cette gestion des connaissances, pour manager ces connaissances efficacement, on a la chance depuis 2018 d'avoir cette norme ISO 30401 qui nous donne des points de référence, qui nous donne des exigences qui vont permettre à chaque entreprise de savoir comment décliner ce cycle de gestion des connaissances concrètement dans l'organisation. Et on peut, à terme, donc c'est une norme certifiante, donc on pourra revendiquer une conformité à cette norme. Alors, de manière très opérationnelle, qu'est-ce qu'on va faire pour manager ces connaissances? Donc notre objectif, ou un de nos objectifs, c'est de pouvoir faire bon du premier coup. On va dire de faire mieux, de faire moins mauvais, idéalement de faire bon du premier coup. On va adresser différentes dimensions de l'organisation. La partie organisationnelle, on va travailler sur donc cette gouvernance, les processus à mettre en place, s'assurer qu'on a bien des responsables qui vont prendre en main cette démarche de gestion des connaissances, s'assurer qu'on a le support de la direction pour déployer cette démarche, quel que soit le niveau auquel on va vouloir le déployer, si on le déploie sur un département ou sur l'ensemble de l'entreprise, il faut que les parties prenantes soient impliquées et connaissent le rôle qu'on attend et des responsabilités attribuées et qu'elles puissent à la fois avoir les supports nécessaires à tenir cette responsabilité et qu'elles puissent aussi rendre des comptes pour savoir comment ça se passe. La partie technique, on est sur la partie
contenu, le contenu des connaissances, et puis la dimension humaine est très importante parce que ça va impliquer des changements de pratique, des changements de posture, et on va avoir à accompagner cette partie-là. Et en particulier, on va commencer par accompagner le changement sur la nécessité de capitaliser les savoir-faire de l'entreprise et en tirer des règles, des recommandations qui vont constituer les références de fonctionnement de l'entreprise. L'objectif, c'est de pouvoir mettre à disposition les connaissances auprès des personnes qui vont avoir à les utiliser. Donc, on va respecter aussi le droit à en connaître et donner accès au bon moment à ces connaissances. Il ne s'agit pas de livrer 500 pages en disant, bah voilà, ou une bibliothèque entière, comme ça a été le cas parfois, où on disait, voilà, tout est dans l'armoire du fond du couloir, il n'y a pas de problème, tu trouveras tout. Mais avec ça, on ne peut pas faire grand-chose et on ne sait pas comment l'utiliser. Donc aujourd'hui, on a des outils et des méthodes qui nous permettent de morceler les éléments et de pouvoir les réinjecter aux bons endroits pour qu'ils soient applicables. On va aussi s'assurer de la bonne mise en œuvre et de la traçabilité de l'utilisation de ces connaissances. On va travailler sur la pérennité de ces connaissances dans le temps, donc leur mise à jour, et s'assurer qu'on a bien capitalisé aussi d'où viennent ces connaissances pour pouvoir challenger aussi les connaissances en disant bah, finalement on a défini une règle pour par exemple les joints ou l'épaisseur d'un joint sur un hublot avec telle matière, ben, si demain on veut changer ça, il faut qu'on puisse savoir ce qui a déjà été testé, ce qui ne l'a pas été, pourquoi on a fait ces choix-là à ce moment-là pour pouvoir les challenger le plus efficacement possible. Et on va pouvoir faire tout ça essentiellement grâce à la capitalisation des retours d'expérience, grâce à la capitalisation des connaissances des experts ou des sachants, donc au fil de l'eau, que ce soit dans leur pratique ou en cas d'urgence à minima avant leur départ, dans les quelques mois avant leur départ, mais si possible, pour faire vivre notre démarche efficacement, le faire au fil de l'eau. Donc, toute cette démarche de management des connaissances va passer par un certain nombre d'actions, donc de briques, sur lesquelles on va focaliser notre attention et avoir des moyens d'agir, donc pour structurer, pour faire contribuer les sachants, pour permettre la recherche, pour permettre de retrouver, favoriser l'apprentissage des utilisateurs ou des destinataires, des héritiers, s'assurer qu'on va pouvoir réappliquer, vérifier les connaissances et pouvoir améliorer le système. Voilà pour cette première partie un petit peu générique. Tout à fait, merci Emmanuel pour la présentation de ce qu'est la gestion des connaissances dans son ensemble. Et ça permet aussi d'illustrer les différents cas d'application, et vous voyez qu'ils sont larges, de la gestion des connaissances. Aujourd'hui, on voulait se concentrer sur quelques cas d'application et sur quelques exemples de solutions qu'on peut concrètement mettre en place, notamment dans le contexte de départ et donc de risque de perte de connaissances. Donc, il y a 3 solutions particulières sur lesquelles on veut se concentrer aujourd'hui. La méthodologie de transfert de connaissances, la réalisation de capture vidéo et donc de réalisation de vidéos tutoriels, et puis la capitalisation des retours d'expérience. Donc, on va rentrer dans le détail de ces 3 solutions concrètes qui peuvent être mises en place. Donc la première, c'est la méthodologie de transfert de connaissances qu'on va venir réaliser dans le cas de départ, donc évidemment de mobilité ou de départ de l'entreprise. Ça peut être aussi réalisé, cette méthodologie de transfert de connaissances, dans le cas où on aurait des mises en pause de projets. Et on a pu voir ça aussi apparaître lors de la crise l'année dernière, où on a choisi de mettre en pause certains projets pour pouvoir les réactiver dans un futur proche potentiellement. Et donc, se pose aussi une question de comment capturer, mettre en pause, en hibernation, cette connaissance pour pouvoir la réactiver. Et donc, cette méthodologie peut aussi s'appliquer pour ce cas.
On peut aussi l'appliquer, le transfert de connaissances, même sans départ, d'un point de vue d'amélioration continue pour une équipe, où on sait parfois que dans certaines équipes, on a 1 ou 2 experts et des personnes plus juniors, et on souhaite mettre en place cette méthodologie pour initier un partage continu de la connaissance. Alors, cette méthodologie, c'est important de préciser qu'on va la réaliser pour des personnes qu'on va considérer comme ayant une connaissance critique ou bien des experts. On ne va pas mettre en place une méthodologie complète de transfert de connaissances pour tout un chacun. Il y a évidemment, et c'est important de le mettre en évidence ici, certaines connaissances et certaines personnes qui ont des connaissances qui vont être plus ou moins critiques pour l'entreprise. Et il est important de pouvoir identifier quelles sont ces personnes en tant qu'organisation pour pouvoir mettre en place les actions de transfert adéquates en cas de départ de ces personnes-là. Donc concrètement, cette méthodologie, comment elle fonctionne? C'est un process qui est assez simple, j'ai envie de dire. On fait d'abord un kick-off, un lancement de ce projet de transfert de connaissances, dans lequel on identifie le périmètre et surtout on vient prioriser qu'est-ce qui rend cette personne critique. Et c'est important d'en parler d'entrée de jeu parce que parfois, et on voit le cas assez souvent, les personnes n'ont pas conscience qu'elles ont une connaissance critique ou qu'elles ont acquis une connaissance critique. C'est le cas pour des personnes qui sont depuis 10 ans, 15 ans dans un même métier. Naturellement, il y a des connaissances qui sont devenues implicites pour elles et donc elles n'ont pas conscience d'avoir une connaissance critique. Donc ça, c'est déjà la première étape, c'est d'avoir ce lancement dans lequel on met en valeur aussi, on met en lumière la criticité de cette connaissance et le rationnel de pourquoi on lance une telle méthodologie. Ensuite, on passe par une phase de cartographie de connaissances. Donc, je vais vous montrer un exemple juste après de ce que peuvent être ces cartographies de connaissances. On le réalise via un exercice d'interview où on vient expliciter la connaissance de la personne en posant des questions différentes sur son métier d'un point de vue externe. Et c'est le rôle de nos facilitateurs de gestion de connaissances qui viennent cartographier cette connaissance pour avoir une vision complète du périmètre de connaissance de la personne. Et je vous montrerai l'exemple. Ce périmètre de connaissance peut être sous différents angles et différentes dimensions. C'est important de le préciser. Cette cartographie de connaissances permet d'avoir une vision complète de l'activité et des connaissances de la personne et encore une fois de connaissances dont on n'avait pas forcément la visibilité ou l'identification au départ de la méthodologie. Une fois qu'on a cette vision complète, ça nous permet ensuite de prioriser et d'identifier quelles actions de transfert on va mettre en place. Donc on passe ensuite dans une phase de plan d'action ou des actions de transfert de différents types en fonction de la connaissance, en fonction de la personne et aussi en fonction des receveurs de connaissances. Donc on transfère une connaissance d'une personne vers une ou plusieurs autres personnes. Et donc, en fonction des receveurs de connaissances, on vient établir un plan d'action approprié. C'est important d'avoir en tête que ces actions ne sont pas forcément des actions qui vont systématiquement passer par une phase de capture ou d'écrit. C'est des choses qui peuvent faire peur parfois quand on lance ce processus où on se dit « oh là là, on va me demander de tout écrire ce que j'ai dans la tête ». Pas forcément, et c'est important de l'avoir en tête, on vient l'identifier à ce moment-là. Et il y a beaucoup de transferts qui peuvent être faits également à l'oral, par des sessions d'échange, et ce qui peut parfois être d'ailleurs le plus impactant pour les receveurs et qui peut permettre d'ancrer certains messages pour les receveurs. Une fois que ces actions sont identifiées et donc sont mises en place, on va pouvoir venir clôturer ce process. Alors, le mieux pour lancer ces process avant le départ des personnes est évidemment de l'avoir anticipé. On va être à partir de 3 mois et parfois on peut les anticiper jusqu'à 1 an avant le départ des personnes, mais jusqu'à 3 mois, on est dans un délai raisonnable pour mettre en place un process de transfert de connaissances avant le départ de la personne. Les bénéfices, alors je pense que c'est évidemment la continuité et sécuriser la connaissance pour l'entreprise, mais il y a aussi des bénéfices pour les participants directs à cette méthodologie. Le sachant qui transfère sa connaissance, c'est une forme de reconnaissance, surtout si on se projette
sur des personnes qui sont en poste depuis plusieurs années, dans l'entreprise depuis plusieurs années et qui vont quitter l'entreprise, lancer cette démarche peut être vu comme une forme de reconnaissance et assurer une certaine continuité avant leur départ à la retraite. Pour les personnes qui reçoivent la connaissance, et bien là, évidemment, je pense qu'on s'imagine tous les bénéfices que ça peut avoir, mais c'est automatiquement une prise de poste beaucoup plus rapide et aussi beaucoup plus à l'aise, hein, un confort évidemment pour les personnes qui vont reprendre l'activité et la connaissance. Pour vous illustrer, on a un template de cartographie de connaissances qu'on utilise et vous le voyez ici, vous voyez quelques exemples. Cette cartographie de connaissances permet de visuellement représenter, encore une fois, l'ensemble de périmètres du poste, que ce soit de son réseau, de ses contacts, que ce soit sa documentation, ses activités, quel logiciel il utilise, de quelle manière, mais aussi des choses plus tacites, comme quelles sont les manières de travailler, les routines qui existent, parce qu'à travers ça, on va aussi mettre en lumière une forme de connaissance qui peut, sur certains métiers, être critique. Donc voilà pour vous donner un exemple de ce qu'est la cartographie de connaissances. Pour passer maintenant à une autre solution que l'on a mis en place, c'est des vidéos tutoriels, alors, notamment pour l'industrie, où on vient capter un geste technique, un savoir-faire. Et là, très naturellement, on comprend que c'est la vidéo qui fait le plus de sens quand c'est vraiment un geste qu'on veut capturer. Ces vidéos tutoriels, on les met en place de la même manière pour des tâches qu'on va considérer comme étant critiques. Il n'est pas question de tout capturer en vidéo, tout un processus de production. Ça n'aurait pas nécessairement de valeur ajoutée. Donc, il est important de savoir sur quelle tâche cela va faire le plus de valeur ajoutée. Alors, ça peut être une tâche pour laquelle on a des non-conformités, des non-qualités récurrentes, pour lequel capter le bon geste en vidéo va faire du sens. Ça peut être pour des raisons de polyvalence. On va s'apercevoir qu'on a dans l'équipe un expert ou une personne qui est tout le temps sollicitée pour réaliser cette tâche. Et si cette personne-là dans l'équipe n'est pas là, eh bien, on ne sait plus faire. Donc là, pour mettre en place de la polyvalence, on peut aussi utiliser la vidéo. Dans le même lien que la polyvalence, on peut aussi parfois avoir des cas où, sur des équipes de production, on s'aperçoit qu'entre l'équipe du matin ou l'équipe de l'après-midi, on n'a pas les mêmes manières de faire. Et parfois, on peut avoir sur une des deux équipes, on peut s'apercevoir qu'il y a des non-conformités qui peuvent intervenir. Et donc, dans ces cas-là, utiliser la vidéo pour aussi mettre en place le transfert de connaissances entre les deux populations. Le dernier cas peut être pour des raisons de sécurité, où là, tout simplement, capturer en vidéo la bonne manière de faire peut permettre de s'assurer qu'on respecte bien les bons gestes de sécurité. Vous voyez quelques exemples qui sont présentés en screenshot à l'écran. Ces vidéos, on vient les agrémenter avec du texte, des éléments mis en valeur, des flèches, toutes sortes d'éléments graphiques pour mettre en évidence les points clés importants du process. Ces vidéos sont complémentaires aux standards de travail. Hein. Ils ne remplacent pas le guide de travail et les instructions de travail standard. Ils sont vraiment en complément. Ça ne remplace pas non plus de la formation. On vient proposer ces vidéos très courtes, hein, c'est important de le préciser, 5 minutes, comme un refresher pour les personnes qui vont réaliser la tâche juste avant de la réaliser, pour se rappeler qu'est-ce qui est important de connaître. J'insiste sur la durée courte parce que c'est ce qui va assurer qu'on va réutiliser cette connaissance. Et il faut être pragmatique. Quand on commence à regarder une vidéo de 20 minutes, on ne va pas savoir où trouver l'information qui nous intéresse maintenant tout de suite. Et puis, avant de réaliser une tâche, c'est aussi important de se projeter dans l'environnement de production. On ne peut pas passer 20 minutes le matin à regarder une vidéo. Il faut vraiment que ce soit en lien avec certaines tâches et de manière très courte pour être pertinent et faire passer les bons messages. Voilà pour cette autre solution concrète qu'on souhaitait vous présenter ce matin. Et maintenant, je passe la main à Emmanuelle pour les gestions des retours d'expérience. Merci beaucoup.
Donc, en complément de ces éléments, on peut prendre en compte les retours d'expérience. Donc, ce serait quand même dommage de ne pas tirer profit pleinement de ce qu'on vit au quotidien, des bonnes choses comme des mauvaises, pour se donner les moyens d'éviter de retomber dans les mêmes pièges. Donc, voilà, c'est une démarche qui est basée sur beaucoup de bon sens, hein, et il n'y a pas besoin de déployer des moyens colossaux pour commencer à s'y mettre. On va partir des constats constats d'incidents ou constats de non-conformité, se dire qu'il y a un intérêt à en tirer un retour d'expérience. Pour en tirer des enseignements, on va passer par une phase d'analyse qui nécessite un peu de temps pour prendre du recul. Et on va mettre de l'énergie pour en tirer des recommandations actionnables et mettre ces bonnes pratiques ou les éléments qu'on aura pu identifier en œuvre dans le quotidien et les réinjecter dans les procédures. Donc, par exemple, donc vous allez me dire, on fait tous des retours d'expérience. On a déjà notre gestion de retour d'expérience qui est en place. Et un exemple, par exemple, chez Alstom Transport, où quand je suis arrivée, ils m'ont montré leur retour d'expérience. Et les conclusions des retours d'expérience, c'était de dire, la prochaine fois, il faut respecter la procédure. Il y a une procédure qui existe, il faut la respecter. Elle n'a pas été respectée. Ou il faut mieux contrôler le fournisseur. Et ça, quelqu'un qui a la tâche ou l'activité à faire à nouveau ne va pas savoir quoi faire de ça. Évidemment qu'il faut respecter les procédures, tout le monde le sait, mais si elle n'a pas été respectée, il faut se demander pourquoi. Est-ce que les opérateurs ont bien été formés? Est-ce qu'elle correspond à une réalité pour eux? Est-ce qu'elle est adaptée? Et comment on peut la modifier? Donc, on va pousser l'analyse à formuler des recommandations qui vont être beaucoup plus aboutis que ces éléments qui restent très flous. Mieux contrôler le fournisseur, on ne sait pas sur quoi, on ne sait pas quelles sont les règles sur lesquelles on peut se baser pour le contrôle. Donc finalement, on n'en fait rien. Donc l'idée d'améliorer cette gestion des retours d'expérience, c'est effectivement de se baser sur les expériences vécues, de se dire que là, ça mérite de se pencher sur la question et de faire un REX avec une analyse. On va peut-être rassembler plusieurs retours d'expérience, plusieurs dysfonctionnements similaires et les traiter ensemble pour justement pouvoir faire du lien entre les différentes actions qu'on a identifiées et en tirer des conclusions plus génériques. Et aboutir à des enseignements qui vont pouvoir être mis en œuvre par la suite. Donc, construire notre socle de connaissances ou l'améliorer, l'enrichir et en faire découler des actions de modification, donc d'où l'accompagnement au changement nécessaire. On va modifier certains process, certains modes de fonctionnement, certaines règles, certains standards, certains outils, ou même des modes de formation pour améliorer la pratique au quotidien. Cette phase d'analyse des retours d'expérience, elle a du sens et elle est pertinente si on peut la faire collectivement. Donc à la fois, il faut prendre du recul, donc pas la faire à chaud, mais la faire un petit peu plus éloignée de l'événement dans le temps, et rassembler autour de soi pour cette analyse les différentes parties prenantes qui pourront avoir des regards croisés et enrichir la réflexion. Donc on peut parler de communautés de pratique et mettre en place des communautés qui vont traiter d'un sujet, ou voilà, identifier des participants pour une réunion de REX. Et on va pouvoir formaliser ces retours d'expérience, ces recommandations, et en assurer la transmission. Donc, comme je vous disais à plusieurs reprises, la meilleure façon de les réutiliser, c'est de les mettre
au moment où on va en avoir besoin. Donc Clémence nous disait, ben voilà, on a filmé un geste technique, on va le mobiliser au moment où on a besoin de réaliser la tâche. On a un design à faire, on va mobiliser les règles nécessaires au dessin de ce câblage par exemple, au moment où on dessine le câblage en question. On n'a pas besoin de faire appel à une bibliothèque entière à ce moment-là. Donc on a vraiment cette nécessité de prendre en compte les éléments au bon moment. Alors je peux illustrer avec un exemple concret. Récemment, j'étais chez Eramet, qui fait du matrissage de pièces moteurs, donc partie fonderie avec à la fois les opérateurs et les concepteurs en BE. Et il faisait remonter un REX en disant, bah voilà, on a une pièce qui reste régulièrement coincée dans la matrice. Donc notre conclusion, c'est qu'il faut prévoir un angle suffisant dans le moule, donc dans la matrice, pour pouvoir sortir les grosses pièces. Et puis après, on usinera le surplus. Donc ça, c'est leur REX. Et bah, cette recommandation, enfin ce retour-là, si je vous le donne, comme ça, vous n'allez pas savoir quoi en faire. Qu'est-ce que ça veut dire un angle suffisant? Qu'est-ce que c'est une grosse pièce? Est-ce qu'on parle de la hauteur de la pièce? Est-ce qu'on parle de la dimension? Voilà, donc finalement, en travaillant avec une communauté de sachants sur le domaine, donc sur cette partie de matrissage, on a réussi à répondre à différentes questions, telles que bah, déjà, qu'est-ce que c'est que l'angle suffisant? Donc là, on va donner des degrés en disant, bah, dans tel cas, il faut un angle de 25 degrés ou 10 degrés ou 5 degrés. Quelle est la hauteur de la matrice qui incombe ces degrés-là? Est-ce qu'il y a un impact de la température de la pièce, de la température de la matrice? Est-ce que le choix des matériaux a un impact? Et donc, tous ces éléments-là sont des éléments qui sont connus des sachants, des experts, de ceux qui font et qui demandent juste à être formalisés, à être poussés un peu plus pour éviter de retomber dans des pièges qui sont connus. Donc on a vraiment cette attention-là. Donc qu'est-ce qu'un REX bien traité? Bah, c'est un REX qui finalement va permettre d'aboutir à des recommandations utilisables, réutilisables et compréhensibles par les personnes cibles. Donc ça veut dire qu'il faut identifier les personnes qui vont être les cibles de ces connaissances-là, qui vont être ceux qui vont mettre en œuvre ces connaissances et adapter les bonnes pratiques ou les recommandations à leur usage, à ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Donc il y a vraiment cet aspect-là sur lequel on va se focaliser et c'est ça qui va guider notre construction du retour d'expérience. Je vous donne un exemple de capitalisation. Alors là, on est plutôt partie bureau d'études. Donc là, c'est un outil que nous développons, mais on peut le faire sur différents outils. L'important, c'est de bien comprendre qu'il faut structurer ces connaissances pour pouvoir les réutiliser au bon moment. Donc, par exemple, on va rentrer là par les étapes du process de conception et on va s'intéresser aux retours d'expérience qui vont qui ont permis d'alimenter cette partie-là sur la pale d'une éolienne et en particulier qu'est-ce qui s'est passé en termes de corrosion galvanique sur ce sujet-là? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Et en cliquant sur la partie retour d'expérience, bah, je vais arriver sur des cas concrets. Donc peut-être que j'en aurai plusieurs qui nous permettent de détailler ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, dans quel contexte on a pu identifier ces cas de corrosion. Et on va aller chercher des règles et des recommandations plus génériques qu'on a pu tirer de ces retours d'expérience. Donc vous voyez que on arrive quelque part dans une bibliothèque des retours d'expérience, mais si on me donnait juste l'accès à cette bibliothèque-là, ben, je ne pourrais jamais savoir de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui va m'être utile, et surtout quand je ne sais même pas ce qui existe. Alors que
tout à l'heure, on était sur les étapes du process. Bah là, je sais ce que j'ai à faire. En général, quand on confie une mission à quelqu'un, on lui donne les actions, le déroulé, donc il va savoir à quoi se référer. Et donc enfin, je vais pouvoir aller voir les leçons apprises, les recommandations, ce qu'on a tiré de ces retours d'expérience, et constater que ben voilà, on reboucle, on retourne sur les règles et les recommandations, là où elles vont être les plus impactantes et à quoi elles vont être liées comme action. Donc voilà, c'est vraiment une illustration pour vous montrer comment on met en place ces éléments. Je pense qu'on est arrivé, voilà, on veut garder du temps pour les questions, donc on va faire notre conclusion rapidement, Marion, et puis on vous attend pour les questions. Oui, tout à fait. Alors, en conclusion, hein, vous avez compris que je pense pendant cette session, on en a parlé, les enjeux aéronautiques actuels font que la gestion des connaissances est un challenge actuel et majeur. C'est important d'avoir conscience que c'est maintenant décrit dans la norme ISO 30401, hein, donc, qui existe depuis 2018. Donc cette norme certifiante est maintenant à disposition. Et puis à garder en tête du coup les 3 solutions qu'on a pu présenter ce matin: le transfert de connaissances, le moyen vidéo pour la capture, et puis l'importance du retour d'expérience et de sa structuration et de sa gestion. Pour en savoir plus, vous retrouverez à la fin de cette présentation nos contacts, nos sites internet. Marion, je te laisse éventuellement rajouter un mot si besoin. Oh, oui, pas de souci, on est disponible pour vos questions. Bien, écoutez, Clémence, Emmanuel, Marion, merci beaucoup. Je pense que vous avez intéressé le monde parce que j'ai une ribambelle de questions, donc il va falloir que vous soyez, comme d'habitude, efficace, synthétique. Donc, première question qui m'est posée: le management de la connaissance est-il accessible aux petites structures? Qui prend? Moi, je veux bien répondre, parce qu'on a la chance de pouvoir travailler autant avec des grands groupes qu'avec des petites structures. Donc la réponse est bien sûr oui. J'étais encore dans une toute petite structure chez Atoll à Castries, une entreprise familiale qui fait du pliage de pièces, du pliage de tôle, et ils sont une 60aine. Et on met en place un processus de gestion de retour d'expérience avec eux à la dimension de leurs besoins et qui va répondre vraiment à leurs problématiques opérationnelles. Donc l'objectif, c'est de pouvoir s'adapter au contexte, aux besoins, et de rester vraiment ciblé sur les périmètres qui nécessitent de mettre en place des actions de gestion. Et après, les départs de sachants concernent toutes les entreprises et sont d'autant plus critiques dans des petites structures, parce que vous avez une personne qui sait, et si cette personne-là part, peut-être que c'est tout le process qui tombe. Donc là, il y a des choses à faire très très vite, et voilà, on est là pour vous démontrer qu'on a pu le faire par ailleurs, et ça se fait très bien. Exactement, je rejoins Effectivement. Emmanuel. Deuxième question: qui, selon vous, est le métier le mieux placé pour être le garant de ce knowledge management? Est-ce la qualité, les RH, la production? C'est une bonne question. Alors après, je pense que c'est important de dire que pour que le knowledge management fonctionne, c'est qu'il y a une culture d'entreprise globalement hein, qui soit déployée, et peut-être justement de ne pas tomber dans un travers où ce serait uniquement porté par un seul métier qui essaye de le faire appliquer au reste de l'entreprise. Ce serait peut-être une vue un peu trop en silo. Maintenant, aujourd'hui, dans les entreprises, on voit qu'on a des services de knowledge management qui apparaissent, que ce soit le service RH, ça peut être le service qualité. Mais au-delà de ça, c'est important quand même de savoir que la gouvernance et la culture doit être portée par l'ensemble pour que ça fonctionne. Le bureau d'études est aussi souvent un métier ou un département où on retrouve
évidemment des services de knowledge management aussi. La gestion des mises à jour est très lourde pour le cas de la vidéo, alors que changer une photo ou quelques phrases dans un référentiel semble beaucoup plus simple. Donc, oui, alors c'est une bonne remarque. Ceci étant dit, vers la vidéo, on voit qu'on arrive de plus en plus vers la facilité de capturer en vidéo. Et même nous tous, on a dans la poche un moyen très rapide de faire une vidéo. Donc, on arrive de plus en plus à faire des vidéos rapidement. Par contre, c'est vrai que c'est un point qui est important à prendre en compte, hein. Ça reste peut-être quand même plus complexe que de mettre à jour du texte. Après, il faut le mettre en regard de la valeur ajoutée, hein. On ne peut pas tout décrire par du texte et même des vidéos, on voit rapidement la limite des photos, on voit rapidement la limite des photos. Donc il faut savoir le peser là où ça va faire le plus de sens d'avoir de la vidéo et encore une fois non de ne pas l'utiliser systématiquement parce que ça ne ferait pas de sens, hein. Donc il faut vraiment le cibler et quand on réalise les vidéos d'avoir en tête cette mise à jour. Et souvent, justement, par exemple, quand on veut mentionner des valeurs de torquage, par exemple, on va plutôt faire référence aux documents de travail et demander à l'opérateur d'aller voir les valeurs de référence dans le document de travail qui seront évidemment plus faciles à mettre à jour et garder dans la vidéo juste cette mention qui ne sera pas à mettre à jour. Donc, il y a aussi des bonnes pratiques à appliquer. Mais donc il y a effectivement, donc ça peut donner des idées, un vrai challenge pour réussir à faire des vidéos efficaces rapidement et pas chères. Une autre question concernant toute la réflexion autour de l'organisation de la connaissance, le principal argument qui est souvent retourné est le fait que c'est de la charge de travail en plus et que cette tâche ne fait pas partie de la fiche de poste. Du coup, est-il plus adapté d'avoir une structure dédiée à la gestion de la connaissance? Ah, autre question. Oui. Alors, je peux commencer et puis Clémence, tu complètes. Alors, je dirais que les solutions sont à regarder en perspective de la culture de l'entreprise et de la taille de l'entreprise. Si on peut mettre en place un département qui va prendre en charge cette gestion des connaissances, effectivement, ça peut être un moyen de fonctionner. Qui coûtera peut-être un petit peu moins en termes d'accompagnement au changement des pratiques, mais voilà, qui aura vocation d'exister. Mais c'est pas une nécessité, c'est-à-dire que on arrive à sensibiliser l'ensemble des équipes, quel que soit leur niveau, à cette nécessité et à l'impératif de tous se mouiller. Ce qui est peut-être un point important, c'est de se dire, si on décide de le faire, effectivement, il faut que ça rentre dans les process, il faut que ça rentre dans la fiche de poste, il faut que ça rentre dans les objectifs individuels. Et par exemple, si on est sur un projet, le projet n'est pas terminé quand on a livré la pièce, le projet est terminé quand on a capitalisé les connaissances qu'on a pu créer au cours du projet. Et on l'inclut dans le temps de projet, dans la ligne budgétaire, etc. Et donc ça fonctionne bien de faire cette bascule-là. Et évidemment, donc je vous disais, les objectifs individuels, ça veut dire qu'on a un objectif d'entreprise qui est décliné à travers tous les niveaux de management jusqu'à chaque collaborateur. Je ne sais pas si Clémence, tu veux rajouter je pense que c'est vrai qu'on peut considérer que ça peut prendre du temps à un moment donné de faire du knowledge management, mais je pense que c'est important d'avoir conscience que ça prend du temps de ne pas en faire aussi. Et je pense que ça, un exemple tout bête, hein, sur nos serveurs, sur nos stockages de documents dans une entreprise, il y a l'importance de savoir où sont stockés les documents et où j'accède à mon information en tant qu'employé. Combien de temps on peut passer parfois à rechercher certains documents. Et ce, chaque jour, voire chaque semaine. Ce temps-là, c'est du temps masqué qui, quand on a mis en place un certain nombre d'actions de knowledge management, peut-être même sans le savoir, hein, d'ailleurs, hein, parfois on le fait évidemment sans l'appeler knowledge management, on va évidemment avoir et gagner du temps, ce fameux temps masqué d'efficacité.
Et pour revenir sur la fiche de poste, c'est peut-être pas écrit directement. Par contre, on peut le retrouver de manière induite, hein, les notions de qualité, d'amélioration continue, d'optimisation des process. Et bien derrière tout ça, on va retrouver des méthodologies de knowledge management pour nous permettre d'arriver à cet objectif-là. Mesdames, encore plein de questions et il nous reste 5 minutes. Alors nous allons, comme d'hab, être très efficaces. Comment déterminer la criticité d'une connaissance? Qui doit le faire et comment rendre cette définition de criticité objective pour pouvoir l'harmoniser dans une organisation? Très bonne question. Tu veux que je commence, Emmanuel? Vas-y. Alors, on peut avoir différentes manières de le faire. Je pense que déjà, un premier constat, et c'est important de le dire, c'est déjà de faire l'exercice d'identification des connaissances critiques. Ne serait-ce que faire ce premier exercice de diagnostic, finalement, peu importe la méthodologie appliquée, permettra déjà d'appliquer des actions là où il le faut. La notion de subjectivité est très importante à prendre en compte, évidemment, et elle était dans la question. Pour que ce soit valide, c'est important de le faire collectivement. Et nous, c'est ce qu'on fait quand on réalise des missions de diagnostic. On le fait collectivement et pas qu'avec un individu, mais on va s'assurer que ça soit le reflet de plusieurs personnes, de plusieurs métiers, de plusieurs départements dans l'entreprise pour que ce soit valide. Et puis ensuite, on va retrouver derrière des méthodologies de gestion de risques, de priorisation des risques assez classiques. Hein. Quelle est l'importance de sa connaissance par rapport au risque et à l'occurrence de perdre cette connaissance. Et on va retrouver des matrices de risque assez simples qu'on peut mettre en place. C'est important de savoir que ce n'est pas forcément complexe, la manière de l'identifier. Par contre, le fait de le faire, c'est ce qui en fait sa valeur ajoutée. Emmanuel, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, alors j'ai un cas qui a permis voilà, un exemple là chez Airbus Hélicoptères à Marignane. Donc ils se sont rendus compte qu'ils avaient du mal à sortir des hélicoptères qui volaient bien du premier coup. Moi, je pense qu'on connaît tous ça. Ils se sont dit, bah voilà, pour identifier ce dont on a besoin, on va analyser tous les retours toutes les non-conformités, tous les incidents qu'on a eus sur les 3 dernières années. Et on va regarder ce qu'on aurait pu éviter parce que on avait des éléments connus en interne qui, mis en œuvre, nous auraient permis de passer à côté de cette non-conformité. Et ils sont arrivés à un résultat vraiment impressionnant, c'est-à-dire que 60% des non-conformités auraient pu être évitées. Et donc là, d'un coup, on se rend bien compte qu'il y a un certain nombre de connaissances qui sont critiques, qui ont un coût avéré, parce qu'en face de la non-conformité, c'est très facile de mettre le coût que ça a coûté de remettre en conformité. Et donc là, ils ont pu vraiment se dire, concrètement, qu'est-ce qu'on a perdu sur ces années-là? Qu'est-ce qu'on pourrait espérer ne pas perdre? On ne va pas dire gagner, mais ne pas perdre sur les années à venir. Et dans ce cas-là, on s'engage dans une démarche active de gestion des connaissances sur tel et tel domaine. Donc voilà, ça c'est très concret et ça fonctionne. Encore très rapidement, vous formez-vous des personnes, que ce soit des RH indépendants, à la gestion des connaissances? Mais oui, plus on a de gens formés, plus on a de chances d'arriver à déployer les démarches efficacement. Donc on forme à tous les niveaux, on forme les pilotes, on forme les opérationnels avec forcément des discours et des objectifs différents. Mais oui, je pense que… Donc on va conseiller de prendre contact avec vous après ce webinaire. Quels sont les principaux écueils à éviter? Tu veux prendre la main? Je ne sais pas, je peux déjà en lister un qui me vient en tête naturellement. Le premier serait de mettre en place des actions peut-être un peu trop one-shot qui ne seraient pas inscrites dans la durabilité. Et ça, c'est un risque qu'on peut retrouver et un écueil qu'on peut retrouver assez souvent. C'est d'avoir peut-être une seule personne de sa propre initiative qui va mettre en place des actions, mais qui ne vont pas être partagées et qui ne vont pas être ancré dans l'organisation ou dans une gouvernance et qu'on va s'assurer que dans le temps, ça perdure. Et ça peut être un risque
d'avoir certaines actions où parfois sur un projet, on va faire un retour d'expérience et puis pouf, on perd ce retour d'expérience, on ne sait plus où il est quelques années après parce qu'on ne s'est pas assuré de la vue globale et de la pérennité. Ça peut être un des écueils qu'on peut rencontrer parfois. Et alors je te rejoins et je compléterai aussi avec quelque chose qu'on rencontre aussi souvent, c'est de dire il suffit de dire aux gens de capitaliser pour qu'ils le fassent. Il n'y a pas de souci, on va le mettre dans leurs objectifs individuels, ils vont le faire. Et en fait, ça c'est pas aussi simple que ça. Si tout le monde savait faire simplement, ils auraient fait avant. Donc il y a à la fois savoir quoi capitaliser, à savoir comment capitaliser, et après comment on va le réutiliser. Donc souvent, voilà, c'est vraiment de dire les experts vont partir, 3 mois avant, on leur dit d'écrire tout ce qu'ils savent. Mais ça fonctionne pas comme ça en fait. Donc il y a vraiment cette prise de conscience là. Alors justement, j'ai une question qui fait écho à la précédente. Quels sont les prérequis avant de s'engager sur une démarche de gestion de la connaissance? Faut-il un accompagnement? Faut-il s'appuyer sur un diagnostic? Faut-il engager sa direction et peut-être transformer son management de proximité? On parle souvent d'usine 4.0. Faut-il inventer des managers 4.0? C'est sûr que vous faites déjà des choses. Quel que soit votre domaine, vous avez déjà des choses en place, des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien. Donc, j'aurais tendance à dire, on va d'abord faire un diagnostic pour savoir d'où on part, et puis impliquer la direction pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Comme ça, on a les deux aspects. Et à partir de là, on va pouvoir identifier les acteurs qu'on va mettre en place, etc. Mais le prérequis, c'est vraiment savoir d'où on vient et savoir où on veut aller pour pouvoir se donner des jalons. Clémence. Effectivement. Et je pense que le sponsor du management est aussi essentiel pour s'assurer que on ait compris ce qu'on attend de chaque employé, de chacun, et aussi qu'on ait le support du management dans ces actions-là. C'est très important. Bien, écoutez, nous avons encore plus de 80% de l'auditoire qui est là, bien que nous entamons, disons, le capital fin. Donc, nous espérons que ce rendez-vous expert vous aura beaucoup apporté. S'il a changé, en fait, votre regard sur la gestion des connaissances, ou s'il vous a tout simplement conforté dans vos intentions de vous attacher à ce sujet, disons que notre objectif est atteint. Avant de tous vous quitter, de tous vous remercier, je vous invite à nous rejoindre lors d'un prochain rendez-vous les 26 et 27 mai. C'est notre grande fête à Aerospace Valley. Cette année, nous le ferons en digital. C'est ce qui s'appelle les Digital Days, où la thématique sera ensemble pour construire demain. Donc, vous pourrez assister gratuitement à différentes conférences, ateliers, possibilité de faire du B2B. Et pour nous retrouver, c'est super simple. Vous allez sur votre navigateur préféré, vous tapotez Aerospace Valley Digital au singulier, Days au pluriel, et c'est limpide, vous n'avez plus qu'à vous inscrire. Mesdames, encore merci pour cette brillante présentation. À tous les participants, un grand merci également, parce que sans vous, ce genre d'événement ne pourrait pas avoir lieu. Et je vous dis donc de la part d'Aerospace Valley et de notre écosystème, à très bientôt pour de nouveaux sujets, de nouvelles aventures, tous ensemble. Bon appétit, à bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.